Ravi de tous vous retrouver sur ce premier sommet CB qui visiblement réunit pas mal de monde. Donc on est vraiment ravis de vous avoir. On va vous parler de lutte contre la fraude parce qu'on est assez fiers au sein de Carte Bancaire et au sein du système français, j'allais dire, des paiements, d'avoir un niveau de sécurité plutôt très élevé. On va vous en parler avec Alexandre Servinou, qui connaît très bien. On est arrivé à peu près en même temps, hein, tous les deux, moi au groupement des cartes bancaires, lui à la Banque de France. Donc on a un certain nombre d'années de parcours ensemble. Voilà, Alexandre va vous parler du rôle de la Banque de France et de tout ce qui a été fait par le régulateur. Et Dieu sait qu'on a besoin de régulation sur ces sujets-là. Et puis moi, je vous brosserai un peu l'évolution de la lutte contre la fraude, de la sécurité du système CB depuis les 20-30 dernières années. Donc ça ne me rajeunit pas, mais voilà, je vais vous faire un peu d'histoire et vous dire quels sont les enjeux de sécurité auxquels on va être confronté. À toi, Alexandre. Merci beaucoup, Pierre, et merci pour cette invitation et la construction de ce petit keynote ensemble. J'espère qu'on aura pas mal de questions et le temps d'échanger également. Alors, en dehors des titres des uns et des autres, on va aussi commencer par un tout petit peu d'histoire et en disant la chose suivante, c'est que nous sommes effectivement la place française à la pointe aujourd'hui de l'organisation que l'on a pu mettre en place autour de la lutte contre la fraude. Je vais vous faire justement ce petit rappel historique, alors que vous voyez peut-être un peu moins bien quand vous êtes au fond, mais pour le décrire très très rapidement, ça représente l'évolution des moyens de paiement, depuis l'origine. Alors, je vous rassure, je vais aller quand même très très vite. On a eu pendant très longtemps des évolutions finalement assez statiques. L'ère du métal, de la monnaie espèce sonnante et trébuchante a commencé quelque part autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. On a eu la frappe des premières pièces en francs autour du 14e siècle en France, donc ça fait déjà un léger gap. Et puis on a continué ainsi, en marchant et en fonctionnant très bien jusqu'au XVIIIe siècle où enfin on a eu une innovation, la monnaie sous forme papier. Et cette monnaie sous forme papier, et cette ère du papier a continué elle jusqu'à à peu près le XXe siècle avec notamment en son milieu l'apparition du chèque. Et je devrais dire pour garantir l'unicité de la monnaie, l'émergence des banques centrales qui sont donc garantes de la stabilité financière et de cette devise qui pour nous aujourd'hui est l'euro, à l'époque était le franc français. Ça c'est sous Napoléon au XIXe siècle. Donc quelque chose d'assez statique mais qui a aidé largement aux échanges, aux transactions à peu près partout, notamment au niveau national, mais pas seulement puisqu'on a eu à partir du XIXe siècle un certain nombre de transactions dans le monde qui se sont intensifiées. Et puis après, en faisant un zoom, une loupe finalement sur ce qui nous arrive aujourd'hui au XXe siècle et au début de ce XXIe siècle, on a très fortement une accélération de la manière dont on peut payer, de la manière dont on peut transacter, aussi bien avec des commerçants qu'entre entreprises et voire entre particuliers. C'est évidemment l'ère du plastique, de la carte en plastique dès les années 60, qui a connu, elle, très clairement une innovation très forte avec la piste magnétique. Je pense que Pierre, tu reviendras sur toutes ses origines et ce qui en est arrivé après, puisqu'il y a eu des évolutions très fortes, notamment l'invention de la carte à puce dans les années 80, enfin dans les années 70, et aujourd'hui son adoption dans les années 80 en France. Une adoption qui a été d'abord d'ailleurs guidée avant tout par les coûts des télécommunications, pas par les aspects de sécurité, mais on le verra avec Pierre, il y a des aspects très forts de sécurité qui se sont ressentis, on va dire, grâce à cette invention de carte à puce. Et puis à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a là une accélération très forte, marquée sous l'ère, on va dire, de la dématérialisation des transactions. Le e-commerce a clairement amené une nouvelle donne dans l'ère des paiements et aussi une ère tout à fait nouvelle dans la manière de sécuriser ces paiements. Alors la carte est toujours présente, elle a été fortement présente dans les débuts du e-commerce puisque c'était le moyen de paiement qui était finalement le plus facilement utilisable en utilisant ces numéros sur Internet. Mais on a eu des soucis de sécurité qui se sont développés. Et puis là, plus récemment, on a une carte qui est certes toujours là, qui est présente avec le paiement sans contact, qui est présente aussi derrière les paiements mobiles sans contact, mais qui se fait aussi concurrencer par d'autres formes de moyens de paiement où on a de la même manière des soucis également de sécurité, des problématiques de sécurité à prendre en compte. Peut-être que d'ici quelques années, on aura aussi un euro numérique, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui avec vous. On pourra prendre quelques questions autour de ça si vous en avez.
Alors comment, finalement, dans l'ère récente, dans l'ère moderne, et c'est ces 20 dernières années, on a pu aborder les innovations qui frappent aujourd'hui le monde des paiements, le monde des moyens de paiement? En France, c'est une position absolument unique. Vous savez, les paiements, les moyens de paiement, c'est un partenariat entre le public et le privé. J'aurais pu le dire au slide précédent. Si les banques centrales fournissent la monnaie, ce sont les banques commerciales qui la distribuent. C'est très vrai, par exemple, avec le cash, mais c'est très vrai avec la monnaie dite scripturale, donc la monnaie qui est inscrite en compte. Vous avez aujourd'hui des moyens de paiement qui sont largement dans les mains d'acteurs privés. Et bien, ce partenariat public-privé dans la distribution de la monnaie, dans la distribution des moyens de paiement, on le retrouve également dans la lutte contre la fraude. Et ça, c'est un élément absolument unique à la fois en France, mais même en Europe, qui s'est développé au tout début des années 2000, avec une première initiative qui a été la loi sur la sécurité quotidienne en 2001, où l'idée c'était de sécuriser les transactions de paiement scripturaux par une forme de persuasion morale. La Banque de France, en tant que surveillante des établissements bancaires, avait un rôle et a eu un rôle qui lui était attribué de s'assurer de la sécurité, de la confiance dans les moyens de paiement scripturaux, en parallèle donc du cash qui, lui, continuait de circuler. Cette loi sur la sécurité quotidienne, elle a amené quelque chose, c'est un observatoire sur la sécurité des cartes de paiement. Cet observatoire sur la sécurité des cartes de paiement, il avait principalement 3 objectifs. Le premier, c'est de comprendre la fraude. Comprendre comment cette fraude était en train de s'installer, se développer. Donc, besoin de statistiques. On commence par connaître un domaine si on a des statistiques et surtout si on a des statistiques fiables. Donc, avec l'ensemble des acteurs, avec les banques, avec les systèmes de paiement par carte, évidemment, carte bancaire en France, on a développé réellement un framework statistique qui est particulièrement évolué dans le tout début des années 2000 et qui aujourd'hui est toujours aussi performant. Deuxième objectif, la veille technologique. Comprendre les évolutions qui existent dans le domaine des moyens de paiement. Alors quand l'observatoire s'appelait carte de paiement, on se cantonnait à la carte. Il a évolué un peu plus tard sur les autres moyens de paiement et je vais revenir là-dessus dans un instant. Et puis, face à cette veille technologique qui regardait les vulnérabilités d'un côté, qui aussi regardait les mesures que l'on peut mettre en place, troisième grande mission de cet observatoire, émettre des recommandations de sécurité, donc à l'ensemble des acteurs de la filière. L'ensemble des acteurs de la filière, c'est principalement 3 grands acteurs, ensemble d'acteurs. Évidemment, les systèmes de paiement par carte, évidemment les banques et aussi les commerçants. Et quand on parle des commerçants, ils ont un rôle à jouer, ils ont un rôle parce qu'ils sont en contact des consommateurs, mais ils ne le font pas aussi tout seuls. On pourrait rajouter cette 4e dimension qui est celle des consommateurs, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, cet observatoire émet des recommandations, notamment de bonnes pratiques auprès des consommateurs et du grand public, qui sont largement reprises et même parfois améliorées dans leur manière d'être divulguées par les établissements bancaires, par les commerçants et par d'autres. Alors les choses ont évolué de la manière suivante, c'est que face à ces statistiques de fraude, face à cet observatoire qui était le seul et unique en Europe à fournir et à alimenter les évolutions de fraude qui malheureusement voyaient de plus en plus le jour sur notamment la dématérialisation dont on parlait à l'instant, eh bien la réglementation est venue quelque part confirmer ou affirmer le fait que la sécurité devait devenir un enjeu pour tous et devait s'inscrire maintenant de manière beaucoup plus forte au sein des pratiques des établissements, qu'ils soient bancaires ou des systèmes de paiement par carte. Ce sont les fameuses directives européennes sur les services de paiement en 2007 et surtout en 2015 qui ont généralisé pour la dernière en 2015 l'authentification renforcée des paiements, notamment des paiements sur Internet, avec certes une gestion des risques qui est possible, mais très clairement un bond en avant qui a été fait parce que les statistiques de fraude n'étaient finalement pas suffisamment positives de ce côté-là. Alors à côté de ça, la Banque de France elle-même a développé des cadres de surveillance dès les années 2000. On l'a fait sur quelques moyens de paiement scripturaux comme le chèque par exemple. Et puis on l'a fait au niveau Eurosystème, donc l'ensemble des banques centrales de la zone euro, à partir de 2008, sur les cartes, sur les virements, sur les prélèvements, dans l'objectif aussi là de renforcer la sécurité de tous les acteurs, de l'émission de leurs moyens de paiement et de la distribution, de la gestion de ces moyens de paiement une fois qu'ils sont dans la nature, auprès des consommateurs, auprès des commerçants. Un certain nombre d'instances interbancaires de place aident aussi à cette lutte contre la fraude, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Je vais simplement atterrir sur l'Observatoire sur la sécurité des moyens de paiement, qui est en fait une évolution de cet Observatoire sur la sécurité des cartes de paiement dont je parlais. Lui né donc en 2001-2002. Ce dernier, il s'est étendu à l'ensemble des moyens de paiement à partir de 2016. Et donc il a permis de réunir vraiment tous les acteurs
dans la continuité en fait, de cette lutte contre la fraude au paiement carte. Tous les acteurs autour de table, que ce soit les commerçants, les établissements bancaires, les entreprises, les nouveaux entrants aussi qui venaient parfois concurrencer les établissements bancaires dans la prestation de services de paiement, prestation de services de paiement qui a été autorisée justement par cette directive européenne sur les paiements, et puis des instances publiques. Et ça depuis l'origine, quand ils se chargeaient des cartes, maintenant qu'ils se chargent des moyens de paiement. Cet observatoire de la sécurité des moyens de paiement a cherché à réunir à la fois les forces de l'ordre, la police, la justice, mais également d'autres autorités comme la CNIL. On sait que la protection des données devient de plus en plus importante, surtout dans l'ère dématérialisée et dans aussi un certain nombre de ces données qui partent vers des acteurs qui ne sont pas toujours français ou européens, voire l'ANSSI, qui est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information et qui évidemment regarde de très très près la sécurité notamment des composants, ce qui a été un grand atout de la place française avec les paiements par carte à puce. Alors peut-être pour continuer sur quelques chiffres et notamment quelques chiffres globaux puis quelques chiffres de fraude avant de passer la main à Pierre très rapidement. Les moyens de paiement, très récemment en 2022, ces moyens de paiement scripturaux, donc en dehors du cash, ne cessent de croître, ne cessent d'être de plus en plus utilisés. Cette croissance de 8% dont on parle ici en nombre de transactions, elle est à peu près régulière et toujours à peu près la même depuis quelques années. On voit que clairement, il y a des innovations dans ces moyens de paiement. Le virement instantané part de très loin, mais il augmente très vite, plus 85%. On voit que les paiements par carte de proximité, par portefeuille mobile, augmentent aussi de manière assez forte, 6%. On voit que le chèque, lui, diminue, ce qui est une bonne chose. Tout le monde, effectivement, cherche à moderniser et trouver des alternatives au chèque, même si le choix est donné, évidemment, aux uns et aux autres. Et puis, de manière très claire, le paiement par carte, c'est 60% aujourd'hui des paiements scripturaux. Donc, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement prépondérant. Quid de la fraude? Si on la regarde de manière globale, la fraude, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. C'est en décroissance, ce qui nous va bien. Ça résulte tous les efforts qui sont faits, entrepris par l'ensemble des acteurs, les systèmes de paiement par carte évidemment, mais les établissements bancaires, les commerçants, et j'y ajoute aussi toujours et encore les consommateurs qui cherchent à divulguer la bonne parole, notamment sur les bonnes pratiques en cas de tentative de fraude, d'usurpation d'identité et autres. Donc on arrive à juguler de plus en plus cette fraude et c'est une bonne chose. Elle diminue en valeur sur le chèque, c'est également une bonne chose parce que le chèque est quand même peu sécurisé. Très clairement sur les paiements à distance, on a vu une baisse depuis 2019, donc en l'espace de 3 ans, de près de 33%, d'un tiers de la fraude au paiement par carte sur ce canal Internet. Donc là, on voit tout le bénéfice de ce qui a été entrepris, alors d'abord par persuasion morale dans les années 2000, début des années 2010, puis avec la réglementation dès 2015 et l'authentification renforcée qui fait partie dorénavant du corpus réglementaire. On voit que ça a des effets positifs sur la fraude et que cette fraude est jugulée et même des fois baisse. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres qui concernent les taux de fraude par paiement par carte ou par virement instantané. Mais il faut savoir qu'une chose est encore là. Nous n'avons pas terminé avec la fraude. On le voit aujourd'hui sur les virements. Ce sont très souvent les canaux de banque en ligne qui sont les plus utilisés par usurpation d'identité et autres. Et on a 70% de cette fraude au virement qui est touchée via ce canal. Donc très clairement, l'Observatoire, notamment avec l'ensemble des acteurs, a encore du travail à faire. Il a d'ailleurs entrepris des analyses assez poussées, j'espère le plus complète possible. On le verra du coup l'année prochaine, puisqu'on le publiera comme d'habitude, sur les virements, sur la manière de sécuriser les virements, de sécuriser les IBAN, donc les identifiants de compte, et d'essayer de juguler cette tendance très forte, c'est d'avoir une banque en ligne qui peut-être est un canal qui finalement est le plus fraudé aujourd'hui et ouvert à tous. Alors avant de passer la parole à Pierre, je voudrais juste terminer par vraiment ce petit cocorico franco-français. On a su très clairement avec la place française, avec ce partenariat public-privé, établir quelque part une excellence, à la fois en France et en Europe. Cet observatoire qu'on a réussi à créer il y a 20 ans, c'est toujours un modèle. On est recherché au sein des banques centrales, au sein même du G20, du G7, pour fournir des données. On a la chance de bien travailler avec les acteurs aujourd'hui du privé, notamment carte bancaire, pas seulement, mais carte bancaire en fait partie. Et cette fiabilité, cette crédibilité qu'on a construite, elle nous sert très clairement à influencer aussi les textes de réglementation. Donc le poids de la France, le poids de la Banque de France dans ces négociations est reconnu parce que nous avons réussi à avoir ce partenariat public-privé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont
au-delà aussi de la lutte contre la fraude, notamment de souveraineté européenne dans le domaine des paiements, et qu'il va falloir continuer à mettre en place ce partenariat public-privé, peut-être demain d'ailleurs dans l'ère de l'euro numérique, si jamais ça se fait à un moment ou à un autre. Voilà. Alors maintenant Pierre, je te passe la parole. Merci beaucoup Alexandre. Donc moi je vais vous parler de l'évolution de la fraude sur le système carte bancaire depuis, j'allais dire, une trentaine d'années. Et je vais commencer ma présentation pour une petite synthèse des différentes attaques dont les systèmes cartes bancaires ont été victimes depuis leur origine. Alors, il faut bien savoir que la carte bancaire, comme vous le savez, les premières cartes qu'on a eues, c'est des cartes embossées. C'est la raison pour laquelle les noms et les numéros sont embossés, parce qu'on avait ce qu'on appelle un fer à repasser, qui permettait, donc vous imaginez, il suffisait de réembosser une carte et on pouvait frauder de cette nature-là. Puis ensuite, on a eu des pistes magnétiques. Les pistes magnétiques, elles ont été copiées, le fameux skimming. Ça a démarré, je dirais, à la fin des années 90 et c'est encore d'actualité, même si aujourd'hui c'est excessivement faible. Mais je peux vous dire que dans les années 2000, la lutte contre la fraude était vraiment concentrée sur la lutte contre le skimming. Le skimming, c'est quoi ? C'est la pose d'un ce qu'on appelle un skimmer qui va permettre de copier la piste magnétique lorsque vous faites un retrait d'argent. Ça existait aussi sur les terminaux de paiement, mais c'était principalement sur les automates et principalement sur les automates de retrait. On a eu des fraudes beaucoup plus classiques, des fraudes au collet marseillais, même si c'est d'origine plus est-européenne. Mais bon, voilà, donc on a été, peut-être certains d'entre vous, il y a quelques années, ont été victimes de collet marseillais. Alors maintenant, c'est plus possible parce qu'il y a des guillotines, ce qui fait que si on introduit un dispositif de cette nature-là, quand vous rentrez votre carte, ça coupe. Et donc ça coupe effectivement le dispositif qui permettait de récupérer la carte derrière. Et quand il y avait un collet marseillais, il y avait aussi quelqu'un à côté qui allait regarder le code que vous alliez, je dirais, frapper sur le clavier. Et donc qui ensuite récupérait la carte et faisait des retraits à votre place. On a eu des fraudes à la fourchette. Il y en a encore d'ailleurs des fraudes à la fourchette. Les fraudes à la fourchette, c'est j'introduis l'équivalent d'une fourchette sur le lecteur qui va distribuer les billets. Et en fait, les billets ne sortent pas. Et moi, j'arrive derrière, je récupère 10 € et je récupère la liasse de billets précédente. Et donc, ça permettait là aussi de récupérer pas mal d'argent. Et puis, on a eu des fraudes de plus en plus technologiques. Donc, je le disais, des skimming avec des faux claviers ou avec des caméras. Et on a, je dirais, pendant une dizaine d'années, entre 2000 et 2010, ça a représenté des dizaines de millions d'euros de fraude. Ce dont je vous parle là, le skimming en retrait, c'était des dizaines de millions d'euros. Rien que pour la France, c'était des centaines, voire des milliards d'euros à l'échelle mondiale. Donc c'était vraiment un sujet absolument majeur. Et puis on a, comme le disait Alexandre, nous on a été les pionniers de la carte à puce. La carte à puce, le déploiement de la carte à puce, j'y reviendrai, ça démarre en 90, début des années 90. Donc oui, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'on a la carte à puce en France. Et cette carte à puce, comme on le disait précédemment, elle est venue d'un besoin aussi économique, pas uniquement d'un besoin sécuritaire. Il y avait bien sûr le sujet sécuritaire, mais il y avait aussi le coût des télécommunications. Et je dirais la convergence à la fois, parce qu'en France, on a toujours été, et ça c'est vrai dans tous les pays latins, sur des cartes de débit. Les cartes de crédit, elles sont plutôt, je dirais, dans le nord de l'Europe ou aux États-Unis. Et ce qui veut dire que quand on est sur des cartes de débit, il y a une sensibilité extrême sur la fraude, parce qu'elle est à la charge des émetteurs, des banques, et donc il y avait absolument nécessité de lutter contre la fraude. C'était moins le cas aux États-Unis, ce qui explique pourquoi il y a aussi eu le retard de l'adoption de la carte à puce aux États-Unis. Donc on a eu la carte à puce B0', franco-française, grâce à nos amis de Bull. C'est important de rappeler l'origine de la carte à puce. Et puis à la fin des années 90, il y a eu le standard EMV, le standard mondial de la carte à puce, et la France, le système carte bancaire, a décidé de migrer toutes ces cartes vers le standard EMV. Mais, et j'insiste sur ce point-là, la première génération des cartes EMV étaient des cartes à authentification statique, SDA pour les connaisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le mécanisme d'authentification, il était rejouable. Vous voyez? Et donc on a eu ce qu'on a appelé les Yes Cards. Je ne sais pas si vous vous souvenez des attaques de Yes Card. Les attaques de Yes Card, moi je m'en souviens très bien parce que je suis arrivé au groupement des cartes bancaires pour lutter, en charge de la lutte contre la fraude, spécialement pour la lutte contre la fraude des Yes Card. La fraude des Yes Card, c'est ça. C'est-à-dire ce sont des vraies fausses cartes à puce
qui permettait de faire des achats en dessous des seuils d'autorisation, parce que bien sûr, quand on allait en ligne, là, on ne pouvait pas, je dirais, dupliquer. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation tout à l'heure, on a 2 niveaux de cryptographie, un niveau RSA pour le offline et un niveau triple DS pour le online. C'était uniquement la partie offline qui était attaquée, donc on ne pouvait faire des transactions qu'en dessous de 100 euros. Pour votre information, la lutte contre la fraude à ce moment-là, on est atteint dans les années 2003-2004 20 millions d'euros de fraude YesCard, pour vous donner un ordre de grandeur. Et je me souviens qu'une carte, une seule carte, avait fait plus de 10 000 euros de fraude. Donc on a eu à gérer une situation absolument exceptionnelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la presse à ce moment-là, notre administrateur de l'époque avait fait le 20h de TF1 pour justement expliquer ce qui se passait. Et on a énormément travaillé avec la Banque de France à ce moment-là parce qu'on était face à une remise en question potentiellement de cette technologie carte à puce. Et on a ensuite migré nos cartes vers ce qu'on appelle les cartes DDA, où l'authentification est dynamique. C'est-à-dire que si quelqu'un intercepte les éléments qui sont échangés entre la carte et le terminal, elles ne peuvent pas être rejouées. Et ça a changé complètement la donne. C'est pour ça que la sécurité aujourd'hui est vraiment au plus bas de ce qu'on pouvait imaginer. Et puis bien sûr, à côté de la fraude technologique dont je viens de parler, il y a la fraude sur Internet. Et même si aujourd'hui on a diminué de manière drastique, puisque pour votre information, on est passé d'environ 0,2% il y a 5 ans sur la fraude e-commerce à aujourd'hui 0,07%. Donc on a divisé par 3 le taux de fraude, mais il n'empêche que c'est encore le montant de fraude le plus important. On est aujourd'hui aux environs, la fraude en gros sur le système carte bancaire en paiement, c'est en gros 160 millions d'euros. Et on en a 120 qui sont liés au e-commerce. Et ça représente en moyenne 0,07%. Pour vous donner un ordre de grandeur, en paiement de proximité, c'est-à-dire quand le chip est utilisé, en mode contact ou sans contact, c'est en dessous de 0,001%. Ouais. Il y a encore un rapport presque 10 entre les deux. C'est pour vous montrer l'importance effectivement de l'impact de la technologie sur le niveau de la fraude. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est effectivement ce que je disais, on a besoin de réglementation. Et la DSP2, elle a été, je dirais, on attendait la DSP2 pour être tout à fait franc, parce que ça permettait d'avoir une situation de normale concurrence, j'allais dire. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, les commerçants n'en voulaient pas. On était confrontés à cette difficulté. Donc le fait d'avoir une régulation qui nous dit, mais maintenant, tout le monde doit l'appliquer, eh bien effectivement, ça nous a permis d'avoir aujourd'hui un niveau de sécurité sans comparaison avec celui qu'on avait. Et je souligne aussi que Carte Bancaire a développé des outils de scoring temps réel. Quand vous faites un achat sur Internet, vous avez remarqué que vous n'êtes pas systématiquement authentifié. Pourquoi ? Parce qu'on a développé des outils de scoring dans les équipes de Carte Bancaire qui sont particulièrement performants et qui permettent aujourd'hui en moyenne d'être authentifié 1 fois sur 2. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas authentifié, c'est qu'il y a un algorithme d'intelligence artificielle hyper performant qui permet d'être à peu près certain que c'est bien vous qui faites la transaction. Donc vous voyez, et on va encore augmenter ce pourcentage. Alors on a eu des contre-mesures plus ou moins efficaces dans le temps. Vous vous souvenez, sur les distributeurs automatiques de billets, il y en a encore, des anti-skimmers, pour éviter d'être skimmés. On a eu énormément d'actions des pouvoirs publics, des banques pour sensibiliser nos concitoyens sur les risques de phishing. On a maintenant des cartes sans piste magnétique, parce que vous verrez que d'ici peu, on n'aura plus de piste magnétique, parce qu'il n'y en a plus besoin, parce que maintenant, la carte à puce, elle est, je dirais, utilisée partout dans le monde. Donc d'ici peu, on n'aura plus de piste magnétique. Et puis, vous avez effectivement le DDA. Le DDA, c'est l'authentification dynamique, ce qui fait que la puce, aujourd'hui, elle est inviolable. Alors, il y a le quantum, les ordinateurs quantiques qui arrivent, et on va faire le nécessaire pour que dans une dizaine d'années, on soit résistant aussi au quantum. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais on sera résistant aussi. Et puis, vous avez la DSP2 dont on a parlé pour le e-commerce. Je voudrais simplement souligner 2 points qui ont été fondamentaux dans la sécurité. Vous voyez, au départ, c'était l'embossage. Ensuite, on a fait du e-commerce avec le cryptogramme visuel. Et puis ensuite, on a fait le cryptogramme avec l'authentification. Ça, c'est la DSP2. C'est pour ça que je souligne. Ça, c'est un élément majeur de la sécurité
des systèmes de paiement par carte dans le domaine du e-commerce. Sur la partie paiement de proximité, on a eu la piste magnétique. Ensuite, on a eu la piste magnétique avec un saut d'intégrité. C'était un peu mieux, mais ce n'était pas vraiment ça. Et puis ensuite, on a eu le Static Data Authentication. La YesCard, c'est la faiblesse de ça. Et là, on est passé au DDA. Ces deux points-là sont des points absolument majeurs dans la sécurité des moyens de paiement par carte. S'il faut retenir deux choses, c'est la DSP2, l'authentification généralisée pour le e-commerce, et l'authentification dynamique sur les transactions puces, que ce soit en contact ou en sans contact. C'est ça qui fait qu'on a aujourd'hui moins de 1 centime d'euro pour 100 euros de fraude. Et puis, on va avoir, alors on a la CDA, je ne vais pas rentrer dans les détails, et demain, on aura la Quantum Resistance Cryptographie qui nous permettra de résister. Alors, juste pour finir, voilà en gros l'évolution de la fraude sur les 30 dernières années, presque 40 dernières années. Quand il n'y avait pas la puce, on était à 0,27% de taux de fraude. Ouais, c'était la réalité. Quand on a migré à B0', vous voyez, on est descendu à 0,023. Donc vous voyez, on a divisé par 10 le taux de fraude à ce moment-là. Et puis ensuite, on a vécu pendant quelques années, et là, la YesCard est arrivée. Ouais, la YesCard, je vous disais, c'était entre 10 et 20 millions d'euros de fraude par an. Et là, on a mis en place le déploiement du DDA, plus plein de solutions de contre-mesures dont je ne rentrerai pas dans le détail, mais certains qui ont travaillé avec nous s'en souviennent très bien. Et puis, fin des années 2005, toutes les cartes sont au CDA ou au DDA. Et vous voyez, depuis, on ne cesse de diminuer. Et aujourd'hui, c'est moins de 1 centime d'euro de fraude pour 100 euros dépensés. Je disais, sur le e-commerce, c'est en gros 10 fois ça. Mais c'est beaucoup moins que ce qu'il y avait avant. Et je suis à peu près très confiant sur le fait qu'en e-commerce aussi, on va encore diminuer ce taux de fraude. Voilà, donc c'était simplement pour illustrer un peu l'évolution de la lutte contre la fraude. Et je pense que tous ensemble, parce que c'est vraiment un travail de l'ensemble des acteurs, d'arriver aujourd'hui à un résultat aussi satisfaisant. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûr qu'il y a des questions. Pierre, si j'ai bien écouté, tu as mentionné comme montant de la fraude CNP en France actuellement 160 millions par an. Et ce qui est une performance, c'était 400 millions, je pense, il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça n'est que la fraude des cartes CB chez les marchands CB? Ou est-ce que c'est l'ensemble de la fraude des cartes CB, y compris avec les transactions internationales? Uniquement CB sur CB, et c'est pas 60, c'est 120. Voilà, hein, c'est 120 millions d'euros à peu près. Et effectivement, c'est uniquement CB sur CB. On ne comptabilise pas au sein de carte bancaire la fraude des porteurs à l'étranger qui sont sur des transactions des réseaux internationaux. Elle reste importante, cette fraude chez les marchands étrangers? Je vais... Oui, enfin, alors pour avoir les chiffres exacts, très simple, allez sur le site de la Banque de France, le site de l'Observatoire. Là, vous aurez toutes les statistiques, notamment les statistiques des transactions qui sont effectuées aussi à l'étranger. Donc on arrive à avoir des données sur à la fois des cartes françaises qui vont à l'étranger, en Europe, en dehors de l'Europe, et inversement des cartes étrangères qui viennent en France. Alors si on regarde les cartes françaises qui vont à l'étranger, en Europe, c'est plus fraudé qu'en France. Et si on va avec ces cartes françaises encore plus loin, c'est-à-dire en dehors de l'Europe, c'est encore un peu plus fraudé. Donc on voit bien qu'il y a une performance et une prime à la performance très clairement qui est due à l'ensemble des dispositifs autres que la technologie pure aussi de la carte, mais qui sont la lutte contre la fraude avec des systèmes de scoring, des systèmes experts qui sont capables d'analyser en temps réel les données, on va dire, de transactions et de savoir comment... du coup couper des transactions quand celles-ci sont jugées trop dangereuses. Ça, c'est très performant au niveau domestique, au niveau national. Ça l'est un peu moins en dehors des frontières françaises, en Europe, et ça l'est encore moins à l'étranger. Donc bon, c'est une réalité qui fait qu'il faut amener tout le monde au même niveau. Donc on sait qu'au niveau européen, grâce à la réglementation européenne, ça s'améliore. Donc on a clairement des chiffres qui rejoignent les scores franco-français.
Au niveau international, il y a encore quand même pas mal de choses à faire et là, clairement, la tâche est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors je sais pas, Pierre, peut-être tu pourrais nous donner des informations sur quand est-ce que tu envisagerais peut-être le passage à la crypto, enfin la nouvelle crypto qui a été décrite tout à l'heure au niveau des specs, notamment les courbes elliptiques qu'on a évoquées. On a aussi peut-être la disparition totale de la piste magnétique que tu as évoquée aussi. Sous quelle échéance tu penses que ça pourrait arriver sur les cartes? Alors, d'abord, le premier point, la disparition totale de la piste magnétique, elle ne dépend pas de nous, parce que nous, on n'en a plus besoin. Donc elle dépend effectivement de la dimension du co-badging de nos cartes à l'étranger. On sait que du côté d'un certain nombre de réseaux, il y a déjà la possibilité d'émettre sans piste magnétique. Donc il est clair qu'à partir du moment où ce sera possible, on va généraliser parce qu'il n'y a aucune raison de laisser une vulnérabilité si finalement elle n'est plus utilisée, cette piste magnétique. Donc ça c'est le premier point. Sur le volet de la crypto quantique, en fait il y a une phase de transition qui sont les courbes elliptiques. Mais les courbes elliptiques, vous le savez aussi bien que moi, elles ne sont pas résistantes aux ordinateurs quantiques. Donc le sujet des courbes elliptiques, c'est simplement pour tenir entre deux, c'est-à-dire le problème des clés RSA. Si on augmente les clés RSA, on augmente le temps de transaction. À un moment donné, c'est plus possible. Vous n'allez pas attendre 10 ou 15 secondes quand vous faites une transaction sans contact. Donc on arrive, je dirais, à la limite aujourd'hui du temps de transaction en fonction de la longueur des clés RSA qui sont de l'ordre de 2000 bits. Donc si on devait monter à 2500, on pourrait le faire en théorie. Sauf que derrière, on n'a pas la capacité de traitement suffisamment forte pour pouvoir avoir une expérience utilisateur suffisamment fluide. C'est pour ça qu'on fait les courbes elliptiques. Les courbes elliptiques, elles vont permettre, avec une résistance équivalente, mettons à 2500 bits, d'avoir un temps de traitement équivalent à celui qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est la position de transition. Ensuite, il y a effectivement le quantique. Le quantique, c'est... bon, là, il y a des débats d'experts. Nous, je ne me considère pas comme un expert sur ces sujets-là. On attend ça plutôt aux environs de 2035, probablement. Et donc, nous, notre ambition aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre système évolue pour être quantum résistante dans cet ordre de grandeur. Mais là encore, on ne va pas faire du franco-français. On suit de très près les travaux qui sont menés, notamment au sein de MVECO, puisque là, il y a des organismes de standardisation. Donc l'objectif, c'est qu'on suive bien sûr les travaux qui sont menés, notamment au niveau de MVECO, sur tout le volet cartes, qu'on les suive aussi au niveau de PCI sur tout le volet de l'acceptation. Et par contre, et ce qui a été présenté tout à l'heure par Bruno, il y a aussi tout le réseau d'autorisation qu'il a et notre réseau. Et donc là, effectivement, on a déjà, puisqu'on est déjà sur l'AES, la question, c'est la migration de 228 bits vers du 256. Donc tout ça va se faire progressivement. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Simplement, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Les cartes, ça va, c'est tous les 3 ou 4 ans. Par contre, les systèmes d'acceptation, c'est beaucoup plus lent. Donc quand on veut être quantum résistante et qu'on veut avoir l'adéquation entre les terminaux de paiement et les cartes, vous imaginez bien que ce n'est pas 5 ans avant. Parce que la durée de vie moyenne d'un système d'acceptation, c'est entre 7 et 10 ans. Donc ça, alors bien sûr, on peut avoir des mises à jour logicielles, mais pas toujours. Il y a aussi des éléments hardware. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut se préoccuper de ça. On s'en préoccupe d'ores et déjà maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous avez parlé de la DSP2. Est-ce que vous pourriez nous dévoiler un petit peu donc, ce qui va arriver avec la DSP3? Effectivement, c'est peut-être un peu plus pour moi. Alors déjà, c'est un texte qui entre en négociation. Donc effectivement, il a été proposé fin juin par la Commission avec un grand package paiement. Il commence donc à être négocié. Donc on en a pour quelques années, très clairement. Donc aujourd'hui, la négociation commence au niveau des États membres. Et puis ensuite, ce sont les parlementaires qui vont y travailler. Les élections européennes l'année prochaine. Donc ça va probablement ralentir un petit peu le process. Je crois qu'il y a encore des évolutions de toute façon qui arriveront dans le texte. Très clairement, la DSP3, si on a une, il y en aura une, elle sera très incrémentale par rapport à la DSP2. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose d'aussi révolutionnaire que l'authentification renforcée qui a été vraiment un point très très fort en 2015 et quand elle a pu être implémentée à partir de 2017. Aujourd'hui, il y a des sujets autour par exemple du remboursement en cas de fraude.
sur des sujets assez sensibles comme l'usurpation d'identité, la manipulation des payeurs, qui je pense connaissent des positions un peu différentes en fonction des États membres, en fonction aussi des acteurs de marché, en fonction probablement des parlementaires. On verra où ça atterrira. Nous, on a fait un travail qui est assez fort au sein de l'Observatoire pour clarifier justement ces éléments, on va dire, les plus sensibles des remboursements qui sont les moins évidents. On voit bien qu'on a, via les médiateurs bancaires, via les établissements bancaires, des fois des conditions d'application qui ne sont pas toujours les mêmes parce que c'est extrêmement compliqué de prouver une négligence grave, par exemple, d'un utilisateur. Donc on a besoin d'avoir un faisceau d'indices un peu plus robuste là-dessus. Donc la DSP3 pourra aider sur ce type de points-là. Je pense qu'elle pourra aussi aider sur d'autres éléments qui est d'être beaucoup plus englobante des acteurs. Aujourd'hui, la DSP3 s'applique à tous ceux qui ont une autorisation, donc des prestataires de services de paiement, donc les banques évidemment, les fintechs qui viennent prester du virement, du prélèvement de la carte en émission, en acceptation, des spécialistes, il y en a certains ici que j'ai vus qui sont des fintechs de, par exemple, l'acquisition ou l'acceptation, pas forcément l'acquisition, mais enfin les deux, l'acceptation et l'acquisition de paiement, qui sont mis à concurrencer d'ailleurs les acteurs traditionnels, y compris les banques françaises, bon, c'est un fait. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas dans le scope. Il y a ceux qui sont les wallet providers, qui ne sont pas dans le scope. On pense que là, il y a quand même un intérêt à englober de plus en plus des acteurs qui sont peut-être considérés comme des techniciens, mais qui sont finalement au cœur aussi du réacteur, aujourd'hui, des paiements. Et donc je pense que là, il y a un vrai sujet qui n'est pas simple, qui est loin d'être abouti et loin d'avoir atterri en tant que tel. Mais on est plus autour de ça, quelque chose d'incrémental. Moi, je le dis souvent dans plusieurs instances, y compris des conférences de ce type-là, mais avec les gens de la Commission ou ceux de mes collègues de la BCE, attention à ne pas aller trop loin avec cette DSP3. Le domaine des paiements, on l'a vu, est un domaine qui prend du temps, qui a besoin de temps pour évoluer. On a fait, je pense, de très très bonnes choses sur les aspects sécuritaires avec la DSP2. Il faut vraiment, et on en voit aujourd'hui les fruits, simplement aujourd'hui, en 2022, 2023, ça va continuer. Il faut laisser le temps aussi aux acteurs de continuer à s'adapter à ça et aux commerçants d'être capables d'englober ces nouvelles techniques que l'on met en place. Donc la DSP3, on l'espère, ne va pas aller trop loin dans la prescription. Peut-être une dernière question. Oui, merci Zadi Brou, la Banque Postale. Du coup, j'aimerais savoir en fait comment CB accompagne ses partenaires justement pour cette lutte contre la fraude au moyen de paiement. De plusieurs manières, je dirais. On a un conseil consultatif avec le commerce qui se réunit plusieurs fois par an, qui est coprésidé par l'administrateur, le directeur général du groupement des cartes bancaires et le directeur général de Mercatel, où justement on aborde ces problématiques de sécurité. Et puis on fait une veille permanente, c'est-à-dire on disait tout à l'heure, la force de la lutte contre la fraude, c'est les données. Donc on a, je dirais, une application qui nous permet de faire un monitoring permanent, quotidien, de l'évolution de la fraude, commerçant par commerçant. Et on est capable donc d'aller discuter avec les experts des commerçants pour dire là, il y a une augmentation, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est vraiment un monitoring one-to-one, j'allais dire. Et puis ensuite, bien sûr, des mesures globales de renforcement de la sécurité. On parlait tout à l'heure de la DSP2. La DSP2, ça s'est traduit par carte bancaire, par la mise en place du projet Faster by CB, qui a consisté à mettre en place une énorme infrastructure d'authentification qui aujourd'hui traite près de 5 millions d'authentifications par jour. Donc vous voyez, il y a à la fois des actions générales et en même temps du one-to-one, parce que la lutte contre la fraude, c'est pas la même pour l'acteur X ou l'acteur Y. Donc c'est vraiment un sujet d'expertise et on a la chance au sein de Carte Bancaire d'avoir une équipe très très performante sur ces sujets-là, avec aussi notre partenaire qui est la STET, puisqu'il faut bien la mettre en œuvre aussi. On fait du scoring temps réel sur toutes les transactions d'autorisation. Ce sont des milliards de transactions qui sont scorées en permanence, en temps réel, et qui permettent d'avoir à la fois un niveau de sécurité très élevé et une fluidité d'expérience utilisateur. La sécurité sans fluidité, sans parcours client facile, fluide, sans frictionless, comme on dit dans ce jargon, ça n'a aucun sens. Voilà, je crois qu'on a fini. Donc on voulait vous remercier. Merci à toi, Alexandre. Merci Pierre, merci à tout le monde.